Bonjour à tous, c'est Tom. Bienvenue sur Ting, le podcast qui va à la rencontre de passionnés, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, des artistes ou bien des gens animés par une idée forte. Ensemble, nous allons explorer leur parcours, leurs défis, leur quotidien. J'espère que ces échanges pourront vous apporter, vous éveiller et vous inspirer. Bon visionnage et bonne écoute. Aujourd'hui, le running, c'est 14 millions de sportifs. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Kermarek, qui est le cofondateur de The Running Collective. Une communauté de coureurs, à peu près 100 000 personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi une plateforme pour comparer les chaussures et les équipements de running, et bien plus encore. Il revient fraîchement du marathon de Berlin où il était présent pour le lancement de la nouvelle gamme de chaussures Adidas. Dans cet épisode, nous allons découvrir qui il est, son parcours, mais aussi sa passion pour l'athlétisme, ce qui l'a amené à faire partie du projet TRC, et nous discuterons également de son quotidien. Au menu, du sport, de l'entrepreneuriat et de l'authenticité. Salut Vincent, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Salut Tom, enchanté d'être ici parce qu'on se connaît déjà. Ouais, on se connaît déjà. J'en profite aussi pour remercier Wojo, qui est l'espace de coworking qui nous accueille. Je confirme, comme je disais, je viens souvent courir par en bas là. Je n'étais jamais monté et c'est vrai que la vue vaut le détour, donc merci Wojo. Déjà, comment tu vas Vincent ? Purée, la question la plus dure. Comment je vais mais tu sais, l'habitude c'est de dire non, je vais bien. Non, globalement, franchement, ça peut toujours aller mieux. Et ça, c'est tu vois, le problème des gens qui veulent toujours s'améliorer et avoir plus. Mais par plus, j'entends pas forcément plus d'argent, mais faire mieux. Mais non, globalement, franchement, ça va. La santé, ça va. J'ai pas de pépins physiques. L'entreprise, elle continue de se développer. Non, ça va. Écoute, donc je vais te laisser te présenter en quelques mots, savoir un peu qui tu es. Du coup, je m'appelle Vincent Kermarek. Donc, comme le nom l'indique, je viens de Bretagne. Je suis né à Brest en juillet 1994. Donc, j'ai 30 ans. Ouais, Ça y est. Et je l'assume complètement. Mon parcours, j'ai vécu en Bretagne jusqu'à mes 20 ans. Après, je suis parti à Paris pour mes études, où du coup, après ma classe prépa à Brest, j'ai intégré l'ESSEC, qui est une école de commerce donc basée à Paris. J'y ai passé 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai quand même un peu bougé. Je suis allé un peu faire un échange à Milan, à l'université Bocconi. Je suis allé aussi faire une partie de mon cursus à Singapour. Ensuite, je savais pas trop ce que je voulais faire et je m'étais orienté plutôt vers un métier type finance, compta, parce que j'étais assez fort en maths et puis tu vois, les maths, c'est ça qui est pas mal promu, tu vois, Qui est mis en avant. qui est mis en avant, tu vois, mais même toujours aujourd'hui dans la scolarité, tu vois, quelqu'un qui est bon en maths, c'est bien. Quelqu'un qui est bon en français, ouais, c'est un artiste, tu vois. C'est un peu le côté bac S, bac L, tu vois. Ok. Tu vois, si je fais une petite digression, j'ai énormément de respect pour les gens qui font des bacs L. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui. Je sais, ouais, franchement, je sais pas. Ça Mais- commence à dater pour Mais nous. ça commence à dater pour nous, mais tu vois, à l'époque, c'était ah, t'es bon, faut que t'ailles en S. Alors que purée, t'as des gars qui sont allés en L, qui sont brillants, tu vois, dans les lettres. En fait, tu vois, on t'apprend pas vraiment à savoir ce qui te plaît vraiment, mais on te définit. Tu sais, moi, c'est un truc que j'entendais beaucoup à l'époque et qui aujourd'hui me fait me dire, mais comment on peut dire ça? La voie royale. La voie royale, elle est propre à chacun. Il n'y en a pas une qui est définie, il n'y a pas, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a hyper envie de faire un métier manuel, qui sont souvent dévalorisés. Mais en fait, c'est peut-être ça, sa voie royale à lui, tu vois. Peut-être que des fois, tu veux, et on y reviendra après d'ailleurs, faire le choix de gagner moins d'argent, mais de t'épanouir beaucoup plus au travail, et tu vas être beaucoup plus heureux finalement. Et ça, c'est un truc que j'avais pas compris à l'époque, mais que justement, j'ai compris quelques temps après. C'est que donc je suis rentré en apprentissage parce que je cherchais à tout prix un apprentissage. Je rentre en alternance dans un cabinet d'audit qui s'appelle Mazars. J'y ai passé 2 ans. Le truc qui s'est passé chez Mazars, c'est que assez rapidement, je me rends compte que ce métier-là, il ne me correspond pas. Alors, je recontextualise un peu ce que c'est, auditeur financier. C'est qu'en fait, tu es commissaire aux comptes. Donc, par exemple, tu vas demander des factures pour vérifier que oui, c'est bel et bien cohérent avec ce qui est noté dans le bilan. Ce job-là ne me correspondait pas et j'ai compris sur place que j'ai mieux compris en fait ce que j'aimais.
Et c'est là que j'ai pris conscience en fait que le sport était important pour moi et qu'en fait ce serait peut-être cool de travailler là-dedans. Et en fait, suite à ça, j'ai eu l'opportunité, grâce à des amis de ma promo qui avaient déjà fait des stages là-bas et qui travaillaient là-bas, et notamment mon meilleur ami que je salue, qui travaillait chez Facebook. Et en gros, j'ai appris via eux qu'il y avait un poste en stage là-bas qui se terminait. Les réseaux sociaux et tout, j'aimais déjà bien ça, je trouvais ça cool. Quand on était au B2, on travaillait beaucoup à l'époque avec Facebook, tu sais, pour annoncer les soirées, etc., faire des CR, machin. J'aimais bien ça, j'aimais bien l'outil. Et du coup, j'ai passé l'entretien, j'ai eu la chance d'être pris et du coup de faire mon stage d'études, de fin d'études, pardon. Quand tu es employé là-bas, tu as 3 repas par jour qui sont compris. Donc tu arrives le matin, tu as une salle avec un restaurant, avec un traiteur, tu peux prendre ton petit-déj. Enfin, c'est un petit-déj digne d'un hôtel, tu vois. C'est incroyable ça. Ouais, tu vois, donc c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus à faire les courses. Ok. Moi, et l'intérêt derrière, ils sont malins, c'est que moi, au lieu d'arriver à 9h, bah, j'arrivais à 8. Parce que du coup, tu prends le petit-déj. Mais du coup, tu peux déjà échanger avec tes collègues. Avec tes collègues parce qu'ils viennent au petit-déj. Tu petit-déj. travailles en fait. Voilà, et puis tu es déjà dans un bon mood, tu vois. Parce qu'en plus, la nourriture, elle est bonne, donc tu es content. Donc tu viens plus tôt. Après, le midi, pareil, bon, là, tu as le repas. Pareil, tout ça, tu n'as rien à payer, c'est compris. Et le soir, tu as encore le repas. Donc pareil, ça te pousse à rester. Ils ont mis en place, tu vois, bon, tous les clichés un peu de la start-up, mais avec le baby-foot, le truc de ping-pong, la PlayStation. Et au final, tu vois, t'en viens à jouer. Moi, je jouais à FIFA avec des mecs qui géraient des départements, tu vois. Et en fait, t'échangeais avec eux, mais de manière informelle. Ouais. Et en fait, tu crées du lien. Et pareil, ça te pousse à rester. Moi, il y a des soirs où je suis resté chez Facebook jusqu'à minuit. Moi, à la limite, à un moment, j'avais un appart qui était terrible à l'époque. Mais tu kiffais aussi. Mais bien sûr, mais si j'avais pu dormir là-bas, je l'aurais fait. Vraiment. Il y avait une salle de sport, pareil, tu la payes pas. Ouais, c'est un peu tout ce qu'on aime. Quoi. Exactement. Tu vois, la salle de sport avec du matos de qualité. Tu vois, tu veux venir en courant, tu as des douches. Tout est pensé pour que vraiment, en fait, tu aimes passer du temps là-bas et t'aimes venir au bureau. Et ça, c'est hyper malin, je trouve, parce que tu te dis, ouais, ça va coûter cher. Moi, aujourd'hui, j'ai pas les moyens de le faire encore avec mon entreprise, mais dès que tu commences à avoir les moyens, en fait, le retour sur investissement, il est fou. Ouais. Il est fou parce que tu investis sur du capital humain derrière. Là, quand je dis ça, on me dit pourquoi j'ai pas continué chez Facebook. Bah, tout simplement parce que la fin de mon stage en marketing, il n'y avait pas de création de poste de CDI, c'était un poste en stage. Et j'aurais pu candidater à un poste qui s'ouvrait, mais plus commercial, c'était pas forcément ce qui me correspondait. Je vivais à Issy-les-Moulineaux, ligne 12, mairie d'Issy. Dans un garage qui avait été retapé en appart. Je vivais vraiment dans un truc où un mec, à un moment donné, il garait sa bagnole et il avait plus de bagnole, il avait refait un appart dedans, quoi. Enfin, vraiment, c'était ça dans quoi je vivais. Donc, c'était pas dingue. J'avais eu une invasion de cafards. Voilà, j'étais... les premières expériences. Ouais, pas terrible. Après, je cherchais un appart, tout était cher. Et du coup, j'ai dit, non, j'en ai marre, j'ai envie de revenir. Et je suis revenu mi-août de cette année-là, donc en 2019. C'est là que j'ai trouvé un taf ici qui se créait dans une start-up qui s'appelait à l'époque Air Affaires, qui est devenue OpenFly, une plateforme de location d'avions privés. C'était une opportunité d'apprendre beaucoup et en fait d'être aux commandes d'un département marketing où j'allais être tout seul. Intrapreneuriat. Ouais, c'est ça. Mais vraiment à l'intérieur d'une boîte, exactement. Plein de choses à développer. Ouais. Et tout à fait. Moi, j'étais plus réseaux sociaux parce que forcément, Facebook, je m'étais beaucoup intéressé là-bas, comment ça marchait, comment faire en sorte de créer du contenu viral. Moi, la création de contenu, c'est toujours ça qui m'a vraiment intéressé. Ouais, sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu kiffes. Ouais, j'adore ça. Et moi, je suis terrible là-dessus, c'est-à-dire que je peux avoir passé... si je passe 3 heures sur le montage d'un réel que j'ai imaginé au départ, donc l'idée de faire ce contenu-là, je l'ai eu. La rédaction, je l'ai faite. Le tournage, je l'ai fait, c'est moi qui parle. J'ai créé la voix, j'ai donc monté. Et à la fin, donc quasiment de A à Z, c'est mon contenu. Et il floppe. Ah, je suis dégoûté. Mais vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est le côté justement viralité. Tu vois, genre j'adore créer un contenu, voir qu'il fait 500 000 vues. Tu vois que t'as plein de gens qui se le sont partagés. Moi, c'est hyper gratifiant, tu vois, de me dire
putain, j'ai créé un contenu qui a intéressé beaucoup de monde. Et après, faut aussi prendre du recul avec ça parce que si tu ne t'intéresses plus qu'à ça, tu deviens un peu un pion, un esclave de l'algorithme. Et c'est pas forcément parce que ton contenu il a pas percé qu'il est forcément mauvais, quoi, tu vois. Mais si ton fond en fait il est pas intéressant, si dès les premières secondes t'as pas catché ton audience avec une phrase, avec un élément, en gros si ton discours il est trop long, le taux de rétention, le taux d'attention sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, je parle pas de YouTube, c'est un peu différent, et des podcasts c'est encore différent. Mais sur Instagram, TikTok, Snapchat, le taux d'attention il est minime, pas 3 secondes. En fait, les gens ils respectent pas les règles, ils pensent souvent à faire du beau. Moi, je vois beaucoup de marques avec lesquelles on travaille. Elles te font des vidéos qu'elles ont payé une fortune et qui sont limite des spots télé, quoi. Tu préfères à quelqu'un qui est là avec son téléphone et qui te raconte quelque chose d'authentique, l'authenticité en fait. T'as l'impression de passer un moment avec lui. Exactement. C'est un peu ça. Ça paraît beaucoup moins. En fait, la pub c'est pas cool, tu vois. La pub c'est pas cool. Enfin, et pour que ça soit cool, il faut que ça paraisse authentique, il faut que ça paraisse pas être une pub en fait. Juste, moi, j'aimerais parler un peu de ta passion pour l'athlétisme. Je sais que tu en fais depuis longtemps, pour que les gens aussi se rendent compte que tu as vraiment ta vie d'athlète amateur, mais ta vie d'athlète en parallèle de ton projet professionnel. Quoi. Le sport, déjà le sport ça a toujours été quelque chose d'important pour moi alors que j'ai pas des qualités physiques exceptionnelles au départ. Je serai jamais athlète professionnel. J'ai commencé le foot et j'étais de base, je te dis, je suis pas Ronaldinho, j'ai pas le don, mais par contre, tu vois, je suis arrivé, j'ai commencé en équipe C, tu vois, et là j'ai été nul. Et j'aime pas ça, tu vois, j'aime pas je me sentir tu vois, moins bon que les autres, ça me saoule. Et du coup, j'ai beaucoup bossé. Et donc, j'ai fait du foot jusqu'à mes 16 ans. J'ai arrêté en fin de seconde. On est en 2010, du coup, il y a les championnats d'Europe. C'est là les championnats d'Europe où Christophe Lemaitre il gagne 3 médailles. L'athlé, ça avait toujours été un truc qui me plaisait. J'avais fait les crosses au collège, cross de scolaire, j'étais pas mauvais. Allez, je me mets à l'athlé, quoi. Okay. Et je m'y suis mis comme ça. Je m'y suis mis aussi parce que le foot reprenait tôt. Ça, c'est une vraie histoire. Et, il reprenait début août, l'athlé reprenait en septembre. Et à l'époque, j'étais avec ma première vraie copine. Et en fait, ça me saoulait de me dire, purée, tout le mois d'août, je dois aller à des entraînements alors que moi, je préfère aller à la plage avec elle et tout. C'est plutôt cool, tu vois. Purée, si elle voit ça. Non mais en vrai, vraie dédicace. En plus, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc, ma copine actuelle aussi d'ailleurs. Sinon, je vais avoir des emmerdes. Non mais voilà, et du coup, j'ai commencé l'athlète là en septembre 2010. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens là-bas qui sont devenus parmi mes meilleurs amis, encore aujourd'hui. Et j'ai adoré l'ambiance. Et pendant des années, en fait, l'athlète, ça a été plus un peu la déconne. On allait au cross. Après, quand est venu le moment d'aller sur la piste, on m'a tout de suite mis sur 800 mètres. Et aujourd'hui, en vieillissant, donc la trentaine, encore une fois, je bascule sur un peu plus long. L'année dernière, j'ai plus fait du 1500 mètres, même si j'aime moins ça. Et puis de la course sur route aussi, parce que c'est le cœur du business aujourd'hui, hein, la course sur route. C'est important en fait que j'en fasse. Les coureurs aujourd'hui, c'est ça. Les coureurs ne sont pas tous des athlètes au sens pratiquant de l'athlétisme, quoi. Mais est-ce que tu peux revenir un peu sur ce qu'est TRC, quelle est ta mission toi actuelle et finalement comment tu es arrivé sur ce projet, quoi? Alors TRC, c'est à la base c'est une page Facebook créée par un groupe de potes basé en Bretagne entre des clubs, entre le Stade Brestois, le HBA. À l'époque, il y avait aussi Maël qui était au CIMA Pays Doré. Enfin voilà, plusieurs clubs, plusieurs potes de clubs bretons qui ont créé cette page Facebook à la base pour rigoler, pour créer du contenu drôle. Moi, c'était le moment où je travaillais chez Mazars et où j'avais besoin de trouver un peu de la créativité à côté de mes rapprochements bancaires. Il y avait les fameux messages « sortez les babines ». Oui, voilà, ce genre d'expression. Moi, je suis pas de l'athlète, mais je me souviens de voir des collègues avec la casquette et tout, et ils la voulaient, tu vois. Mais c'est ça. Et je me suis dit, putain, mais je comprends pas. Du coup, même si, tu vois, il y a des gens qui étaient pas dans l'athlétisme, ont commencé à s'intéresser un peu autour du truc.
Et c'était en fait finalement, il y avait presque une identité, tu vois, Exactement. l'ADN TRC. Exactement. Et ça, tout le c'est monde voulait hyper être un peu important. athlète TRC, tu vois. Et voilà. Et ça vraiment pour moi, hyper flatteur. Et vrai kiff de voir ça, tu vois, de voir. On avait vendu une centaine de casquettes, tu vois, marquées Sortez les babines. Les casquettes, tu vois, objectivement, elles sont pas belles. T'as écrit en gros Sortez les babines. Ouais, je me rappelle, Qu'est-ce c'était que une c'est que ce casquette truc noire et et blanche là. Ouais, Et avec marqué écrit le bail TRC en là. Et donc je me dis, putain, on arrive à vendre 100 casquettes quand même à 10 €. Elles sont moches, les gens ils kiffent, il y a des ruptures de stock. Il y a de la demande. Ah, il y a un truc. Il y a un truc à faire. Tu vois, il y a un truc à faire. Je sais pas exactement quoi, mais ce que je me dis, c'est qu'à l'époque, c'est qu'en fait, on pouvait vendre n'importe quoi. Les gens, ce qu'ils achetaient pas, c'était le produit. C'était pas le produit, c'était l'idée. L'appartenance. Niveau. Parce qu'il y avait quand même des athlètes de bon Ouais, niveau. carrément. C'était du Bien sérieux, meilleur que moi, sans se d'ailleurs. prendre au sérieux, quoi. Et c'est exactement ça. Et du coup, tu achetais une idée. Tu vois, il y a des gens, ils se disent ah, je commence pas à atteler parce que j'ai pas le niveau, parce que je vais pas être bon. En fait, nous, on essaie justement de dire non, il y a rien de tout ça. Chacun a son propre niveau. Et tu vois, les casquettes, on en parle. On était en 2017 vers là. Et The Running Collective, on le crée qu'en 2020, donc 3 ans après. C'est-à-dire que pendant 3 ans, moi, j'avais ce truc-là de me dire ouais, on peut en faire quelque chose, on peut en faire une boîte de ça. Mais t'arrivais pas encore à... Non, je savais pas exactement quoi, mais moi c'est quelque chose que j'avais en tête. Tu vois, c'était un peu un rêve que j'avais, mais je voulais pas le faire n'importe comment. Et en fait, est arrivé 2020, est arrivé le Covid. J'étais du coup rentré chez mes parents, il y avait le Covid. J'avais entre guillemets touché le fond. Le dernier cross que j'avais fait, catastrophique, vraiment, mais une cata. Et Baptiste s'en rappelle. Baptiste a une scène en tête, je sais. Mais c'est des fois dans ces moments-là que les idées surgissent. Ouais, et donc après une semaine où je me dis bah c'est cool, je me laisse un peu vivre, je regarde Prison Break et donc hop, la saison 1 se termine et je l'avais déjà vu, j'avais pas envie de regarder la saison 2 et je fais waouh, maintenant qu'est-ce que je fais maintenant quoi? Parce qu'en plus le confinement, on savait pas combien de temps ça allait se prolonger. Et je me dis vas-y, je me mets à fond dans l'athlé là, maintenant c'est l'objectif, c'est faire moins de 2 minutes au 800. Et là quand je te parle à ce moment-là, j'ai plutôt un niveau à faire 2,7, 2,8 hein, au mieux. Et je me dis, bah voilà, je vais profiter du temps que j'ai pour me mettre en mode athlète pro, sérieux. Okay. Donc là, tu bascules vraiment dans un truc où tu te dis, ok, mon quotidien va tourner autour de ça. Exactement. Et je me suis mis là-dedans mais au final, ça prend quoi? Ça prend 2 heures par jour peut-être. Il te reste 22 heures. Ouais. Et en fait, le fait de me mettre à fond dans l'athlé, ça t'a donné un élan un peu. Ça m'a donné un élan et en fait, ça m'a donné surtout l'envie de racheter du nouveau matos. Parce que j'avais des vieilles pompes et puis là, je sais que je courais beaucoup, elles étaient usées, je fais vas-y, je vais racheter des chaussures. Paf, ça tombe bien parce que à ce moment-là, les marques, elles ne savaient pas trop. Tu sais, il y a eu un flou artistique général à ce moment-là. C'était les gens, tout le monde se met au sport, tout le monde, beaucoup de gens se sont mis à la course à pied notamment. Mais il n'y aura pas de compétition et en même temps les magasins sont fermés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il y a du business à faire en ligne. Voilà, exactement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bradé. Il y a eu, j'aime bien dire ça, le Black Friday du mois de mars. Tu vois. À ce moment-là, il y avait des promos, mais vraiment partout, tout le temps. Je me rappelle que Nike en faisait notamment des énormes. Et il se trouve que j'achète une paire de pompes et j'en parle avec Antoine, qui est aujourd'hui mon associé, qui est lui un chineur de produits. Vraiment le plus gros chineur de produits que je connaisse. Donc ça veut dire le gars, c'est qu'il a vraiment regardé tous les nouveaux. Il aime bien avoir tous les nouveaux produits. Et donc je lui dis ouais, j'ai acheté ça et tout. Et il me dit ah, j'ai pris les mêmes. Et il me dit tu les as payés combien? Et je sais plus, je lui dis un prix. Il me dit ah, moi je les ai eus à 10 ou 20 euros de moins. Je fais ah ouais, comment et tout? Bah sur tel site. Et je fais ah putain, je suis pas allé voir. Et il me dit ah ouais, c'est con, t'aurais dû me demander. Je fais ouais. Et moi je te dis, je bossais dans l'aérien à ce moment-là. Et les comparateurs, je te dis, c'est un gros truc dans l'aérien. C'est-à-dire que aujourd'hui, plus personne va sur le site d'une compagnie aérienne directement. Skyscanner. Ouais, Kayak, voilà, Trivago et que sais-je, tu vois. Et pareil pour les hôtels. Aujourd'hui, plus personne va sur le site d'un hôtel en direct, tu vois, sur Booking ou. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc je pense à ça et je me dis, putain, mais c'est vrai que je suis con. Il doit y avoir la même chose en fait pour le running. Quoi. Ouais, voilà. Plutôt me dire, je suis con. C'est vrai que plutôt qu'être allé sur tel site en direct parce que j'avais l'habitude d'aller dessus,
En fait, c'est vrai qu'il y en a plein d'autres. Il y en a combien? Il y en a des dizaines, des centaines même de sites qui distribuent des produits de running. Et donc je cherche comparateur chaussures running. Je tombe sur des sites, mais tu sais, qui comparent des chaussures l'une versus l'autre. Ah, celle-là, elle a un drop de 6 et celle-là, je m'en fous. C'est quoi la moins chère en fait? Ouais, c'est ça. Et je cherche ça et je trouve pas. Et donc je demande à mon pote et il me dit ouais, moi non plus, j'ai pas trouvé. Voilà, je fais ouais. Et du coup, j'appelle un autre pote qui lui travaille à l'époque. Enfin, je savais qu'il avait travaillé chez Intersport, Adidas, je sais pas, de distributeur. Et je lui dis, ouais, tu connais ce genre de truc et tout, genre comparateur, ça te parle et tout. Il me dit, non, je connais des private outlets, enfin, tu sais, des ventes privées, machin, mais ça, non. Et du coup, en fait, on en discute ensemble et assez vite, on se dit, mais en fait, il y a peut-être un coup à jouer à créer ça. Et en fait, ils étaient tous, comme moi, retrouvés en chômage partiel. Enfin, Charles, à l'époque, il était parti faire un espèce de road trip en Australie qui s'est arrêté quasiment tout de suite, du coup, à cause du Covid. Et on se dit, bah allez, vas-y, on va tenter de monter ça. On lance très très rapidement en 3 mois ce qu'on appelle un POC, donc un Proof of Concept. Donc c'est en gros une version bêta d'un comparateur. Donc il n'y avait pas d'algorithme derrière, c'était nous qui tous les matins allions regarder les prix des différents sites et puis les mettre à la main sur le comparateur. C'était complètement artisanal. Dans le même temps, il fallait aussi aller convaincre les marques et les distributeurs de signer des contrats d'affiliation avec eux pour que quand on leur ramène du monde, nous on touche une commission. Enfin, il y a eu tout ce travail-là en fait à faire qui a pris du temps. En 3 mois, on a réussi à lancer quelque chose parce que pour nous, c'était hyper important de tester direct sur le terrain. Et de saisir l'opportunité du Covid. Exactement. D'autant plus qu'en fait, on s'est rendu compte après que comparateur, il n'y en avait pas en France à ce moment-là, mais en fait, il y en avait en Espagne qui arrivait en France en même temps que nous. Dans ces moments-là, tu as l'impression des fois qu'il faut faire vite. Ouais, voilà. Et puis surtout, on se disait, quitte à demander à Antoine de passer du temps à développer un algo, si en fait derrière, il n'y a pas de business, ça ne sert à rien. Donc, on a monté un truc qui était viable, mais bon, un peu bancal quand même, et qui a quand même tenu pendant plusieurs mois. Le temps qu'Antoine développe derrière la véritable solution. En gros, si tu veux, à partir de octobre 2021, on a eu un vrai algo derrière qui fonctionnait de manière automatique et qui allait chercher les différents produits déjà disponibles chez les différents distributeurs avec lesquels on était en partenariat. On en avait eu beaucoup plus aussi entre-temps parce qu'on avait signé beaucoup de partenariats, notamment avec Charles qui était allé chercher des sites et voilà, des distributeurs. Et ensuite, cet algo-là allait donc chercher les différents produits dispo, les différentes tailles, les différents prix, algorithme de comparaison qui te permet de te dire pour tel modèle et telle pointure, il y a 3 vendeurs qui le proposent, voilà le moins cher. Et à la fin, rendre accessible, oui aussi, ça fait aussi partie de faire en sorte que ton matos, tu puisses le trouver facilement, le matos qui te convient le mieux et au meilleur prix. Ça, voilà. Mais je te coupe parce qu'en gros, il y a un truc que j'avais lu dans un article de presse. Ouais. Et c'est quand même intéressant parce que vous avez gardé la même philosophie. Parce que quand à la base, vous avez l'association Run Club, vous avez dit ce qui plaît, c'est que notre groupe est hétérogène dans la performance, mais homogène dans l'état d'esprit. Des coureurs de tous les niveaux peuvent s'identifier à nous. Purée, il faudrait que je la reprenne cette phrase, elle est bien. Et tu vois, et c'est ce que tu dis encore aujourd'hui. Donc ça, c'est. Mais je le disais mieux à l'époque. Après, peut-être le journaliste avait aidé. Ouais, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant. Et je trouve ça beau, tu vois, dans une entreprise, d'avoir vraiment des valeurs de départ et de les conserver. Et on sent que c'est important pour toi, mais aussi pour l'entreprise. Carrément. Et tu vois, là, j'ai un peu parlé d'un point de vue beaucoup plus business parce que souvent, c'est la question, tu vois, que des gens qui ont une vision très business me posent, mais pourquoi tu t'emmerdes à faire des réels un peu de motivation ou à aller couvrir les championnats de France de cross et tout? En vrai, qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, ce que ça m'apporte déjà, c'est que je remplis ma mission, de un, comme tu l'as dit. Et deuxièmement, en fait, les gens qui vont trouver ça intéressant, qui vont s'identifier à ça, in fine, je vais leur dire, au fait les gars, j'ai une solution pour que vous puissiez vous équiper moins cher et tout. Ils vont dire, let's go. En plus, ils vont dire, mais ce mec-là, je me reconnais dans ce qu'il fait. On le fait en vidéo, c'est encore moi qui suis derrière la caméra. Et la personne qui me filme après, qui est mon alternant, m'envoie les vidéos, c'est encore moi qui monte derrière. C'est moi qui rédige, c'est moi qui poste. Parce que je kiffe ça aussi, oui, bien sûr. Mais aussi parce que c'est nécessaire que je le fasse. C'est-à-dire que je ne suis pas le chef d'entreprise aujourd'hui qui est juste dans le management et dans la vision. Ça, je l'ai,
mais je suis aussi encore beaucoup dans l'opérationnel. Et c'est un conseil d'ailleurs que je donnerais à beaucoup d'entrepreneurs au moins au début, avoir les mains dans le cambouis et savoir en fait concrètement faire des choses. Toucher un peu à tous les postes, quoi. C'est hyper important de savoir faire. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi par exemple, j'ai fait aussi les campagnes pub sponsor, donc Facebook Ads, Google Ads. Aujourd'hui, on l'a donné à un prestat qui s'appelle Alex, avec qui on travaille. Mais je suis capable de comprendre du coup ce qu'il fait et d'échanger avec lui pour avoir une stratégie parce que je sais comment ça marche. Ouais. Et ça, c'est important. Mais à côté de ça, comme je te disais, par promouvoir l'athlétisme, on organise aussi d'autres choses. On organise des compétitions d'athlétisme, justement pour promouvoir ce sport-là, faire en sorte aussi de faire kiffer les athlètes. Puis in fine, derrière, c'est le meilleur moyen de fidéliser tes clients, tu vois. En physique, Exactement. C'est-à-dire que les gens qui viennent à ces meetings-là, ils entendent parler de The Running Collective, ils ont une bonne image. Et donc derrière, ils vont aussi eux-mêmes devenir des ambassadeurs, en parler autour d'eux. Voilà. On fait pas non plus ça par hasard. Les meetings, c'est Tempo Running, c'est ça s'appelle Tempo Running, ouais, tout à fait. Et le prochain sera le 11 janvier en salle à Saint-Brieuc. On a organisé l'année dernière et l'année d'avant à Cergy 2 fois le plus gros meeting d'athlétisme en France en termes de nombre de participants. Aujourd'hui, il y a 14 millions de coureurs en France, je te le disais. Donc ça veut dire qu'il y a 14 millions de personnes qui potentiellement peuvent être équipées via The Running Collective. Aujourd'hui, on a 250 000 visiteurs mensuels sur notre site. Donc c'est pas mal, mais on est quand même, tu vois, 250 000 par mois. On est bien loin des 14 millions. On a du monde qui nous connaît, mais on est encore loin, très loin d'avoir vraiment craqué le marché en France. C'est simple, aujourd'hui les gens ils connaissent Iron, mais ils connaissent pas The Running Collective. Mais c'est l'objectif. Mais c'est l'objectif. L'objectif, c'est que on soit en France un incontournable et que voilà, quelqu'un qui commence la course à pied assez rapidement il fasse ah oui bah je commence la course à pied, bah ouais pour m'équiper je suis allé sur The Running Collective parce que c'est top. Comme au final aujourd'hui les gens ont besoin d'un billet d'avion et vont sur Kayak ou ont besoin d'un hôtel et vont sur Booking. Donc voilà, l'objectif à long terme, c'est après d'aller développer The Running Collective dans d'autres pays. Mais voilà, si on arrive là, ça veut dire qu'on a déjà réussi à être assez solide en France. Mais on a une stratégie d'y aller progressivement, faire des bases solides. On va pas, long terme. Exactement. On va pas aller emprunter 10 millions pour aller dépenser 10 millions en pub Facebook et puis avoir d'un coup plein de monde. Et puis après, en fait, on n'a pas fidélisé. Il y a pas mal d'entreprises dont on parle et qui se craquent après, qui déposent le bilan, qui ont fait des levées de fonds, qui ont levé des millions d'euros. Et on en a parlé d'un coup parce que quand tu lèves, forcément derrière, tu as de l'argent à dépenser, donc on parle vite de toi. Mais finalement, des fois, ça va trop vite. Et puis, tu n'as pas le temps derrière de mettre en place des vraies bases, des vraies fondations solides. Et puis, ça finit par s'écrouler. Et puis, il y a beaucoup aussi de choses. C'est les gens qui font des levées de fonds. On ne parle pas assez de rentabilité. Nous, dès la première année, on n'a pas fait que dégager du chiffre d'affaires. On a fait de la marge et on a réalisé un petit résultat qui n'était pas énorme. Hein, tu vois, c'était même pas assez pour nous payer, nous trois, pendant un an. Mais on a démontré que notre entreprise, voilà, elle était rentable. Un système qui marchait, quoi. Voilà, on a un système qui, à la fin, on a certes pas créé beaucoup d'argent, mais on a créé de l'argent. C'est un peu la course à la levée de fonds, à la valorisation. Telle entreprise a été valorisée, machin, mais c'est du papier. Exactement. C'est intéressant parce que je voulais aussi te poser la question. Toi, maintenant, tu es à temps plein. Ouais. Ça, c'est important de le préciser, ouais, je pense. Tu es à temps tout à plein. Fait. C'est France Travail, en fait, ça a été mon premier, ma levée de fonds, ça a été France Travail, tu vois. Et ça, c'est super cool parce que ça peut permettre justement à des jeunes entrepreneurs comme moi de se lancer. Et c'est un super dispositif qui a été mis en place, encore une fois, je le redis, qui va arriver à son terme là en mois de janvier prochain, et c'est normal, je ne peux pas toucher le chômage éternellement non plus. Donc on va commencer à se rémunérer avec mes associés à partir de février prochain. Donc tu me demandais quels sont les enjeux à venir. Ça, c'est quand même un gros enjeu, parce que pour l'instant, c'est jamais rémunéré nous directement. Comment tu mènes tous ces projets un peu de front, c'est-à-dire l'athlétisme, l'entreprise, les déplacements, parce que tu bouges pas mal. Tu étais en Allemagne la semaine dernière, au marathon de Berlin. Comment tu gères un petit peu ça ? Alors moi, déjà, j'essaie de vivre hyper intensément. Par vivre intensément, j'entends mener les projets qui me tiennent à cœur, faire du sport. Quand j'ai envie de m'amuser, c'est pareil, c'est s'amuser pleinement. Comment je m'organise ? Écoute, ce qui est dur au début, quand tu passes justement à 100% et que tu deviens ton propre patron, c'est avoir un cadre.
ce qui est dur, c'est qu'il n'y a personne qui va rien te dire. En fait, Si tu bosses pas, il y a personne qui te dira mec, faut que tu bosses. Ouais, non, tu vois, personne. Tu peux te lever à midi, qui va me dire quelque chose? Mais moi, j'ai 2 associés, donc ils pourraient dire hey, gars, qu'est-ce que tu fous, tu vois. Et ça, c'est cool de les avoir aussi. Donc, comment j'essaie de m'organiser? J'essaie déjà de garder des horaires fixes dans lesquels je vais bosser. Donc, c'est-à-dire, à 9h, il faut que j'ai commencé. Et grosso modo, l'après-midi, j'essaie d'aller jusqu'à 18h. Après, quand l'entraînement commence à 18h, je finis un peu avant. Souvent, je bosse un peu après. Et après, je me fixe des tâches à faire. Donc là, ma liste de tâches, elle est infinie. Mais j'essaie de les prioriser. Tu hiérarchises. Et voilà, et d'y aller et de les faire les unes après les autres. Parfois, je suis obligé de faire plusieurs choses en même temps parce que j'en ai pas fini une, j'ai une réunion qui commence. Voilà, mais j'essaye d'organiser le mieux avec ce qui va être prioritaire, ce qui doit être fait là. Et ce qui prend un peu plus de temps. Et après, le point qui est le plus dur, c'est pour l'athlète parce que j'ai quand même envie, tu vois, d'être performant, d'avoir des résultats. Donc, je m'entraîne tous les jours. Je suis le plan d'entraînement. Il y a très, très rare que je loupe un entraînement. Très, très rare. Tu vois, hier, on a fini tard. C'est sûr qu'en faisant des séances à 23h. C'est compliqué derrière, tu vois, tu dois manger. Ça, je sais pas si les gens doivent prendre le conseil. Non, en fait, si tu veux, hier, je me suis retrouvé un peu dans un jus. J'ai eu pas mal de trucs à faire. Je voulais quand même faire la séance. Baptiste était là. On a essayé d'y aller à 21h. Il y a eu énorme flotte. Finalement, on a attendu. Ça passait pas. On est retourné taffer. On a fini à 22h. Ah, il pleut plus. Allez, on y va. Le temps de ranger et tout. On a commencé à 22h30. Ouais, on a fini à 23h30. Donc arrivé chez moi, il était 23h45, le temps de prendre la douche, faire manger, minuit. Ouais, voilà, en fait, tu finis de manger minuit et demi, voilà. Et puis en plus, tu vois, j'ai une copine, donc il faut que je lui accorde aussi du temps, tu vois. Je peux pas être tout le temps derrière mon ordi ou en train de faire mon sport ou machin. C'est important aussi de passer du temps avec les gens et de pas complètement se déconnecter. Je suis complètement d'accord. Alors, tu vois, avoir une famille, tu vois, c'est une balance, un équilibre à trouver. Je le trouve pas tout le temps. C'est un truc que vraiment, c'est une quête. C'est un truc que j'essaye vraiment de. Je sais pas s'il existe vraiment l'équipe. Je pense que c'est des périodes et il y a des moments où il faut mettre le focus sur quelque chose qui est plus important dans ce moment-là. Mais tu vois l'état d'esprit, quoi. Je le vois. Est-ce que je kiffe quand même ce que je fais? Ça vaut le coup. Mais d'un côté, ce qui est complexe avec la vie, c'est la vision long terme. Mais aussi, ça peut s'arrêter demain. Ouais, exactement. Complexe, hein. Des fois, tu es un peu coincé dans un truc comme ça. Complètement. Et ça me fait penser à un extrait de Hot Ones que j'ai vu avec Alexandre Astier. D'accord. Où il dit justement, il cite Steve Jobs qui dit si tu as 2-3 jours dans ta vie, tu fais un truc qui te plaît pas, c'est ok. Il dit par contre, si ça fait 3 ans, il faut arrêter. Et tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si pendant 3 ans, tu fais des trucs qui te plaisent pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc moi, au moment où mon travail devient une contrainte, c'est-à-dire quand ça devient putain, hier j'ai encore fini à 23h, ça me fait chier. Et que ça commence à s'ancrer en fait. Quoi. Et à te rendre malheureux. En fait, c'est ça, hein, c'est très simple. C'est si tu fais quelque chose qui te rend malheureux, arrête. Et donc voilà, mon équilibre aujourd'hui, c'est ça. J'essaye de faire au mieux en fait dans tout ce que je fais. Des fois c'est difficile, mais aujourd'hui le truc qui pêche le plus, c'est peut-être le moins important, c'est le côté performance sportive, mais au fin de compte, est-ce que c'est si grave, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui on me dit mon record sur licence c'est une 57-74, est-ce qu'on me dit tu feras jamais mieux? Et écoute, je l'accepte, tu vois. Des fois on cherche tous à un peu être parfait, à être toujours meilleur, à toujours essayer d'être dans tous les domaines de ta vie à 100%, tu vois, tous les deux on a un peu ça, tu vois, et je trouve ça bien aussi de se dire d'accepter que la perfection c'est qu'elle n'existe pas, quoi. Ouais. D'avoir cette dimension-là, tu vois. Et puis essayer d'être indulgent aussi un peu envers soi-même, parce que bienveillant, voilà. C'est un truc que j'ai lu là il y a pas longtemps qui dit parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Putain, j'allais juste te dire ça. Tu vois? C'est vrai en fait, et c'est un truc auquel j'avais pas pensé. Et je me dis, c'est vrai que moi des fois, je me parle jamais comme je parlais. Enfin, mon meilleur pote, il me dirait, ouais, je galère un peu et tout. Je dirais, non mec, attends, t'as vu tout ce que tu fais et tout. Et moi, des fois, je me le fais à moi-même. Je fais, putain, j'ai pas fait ça, je suis une merde. Et je dis, mais je dirais jamais à mon pote, mais t'es une merde, gars, franchement. Ah, t'es éclaté. Jamais je lui dirais ça. Je lui dirais toujours,
Quand il me dit, ouais, en ce moment je galère en sport, je dis, mais en même temps, t'as vu la vie que t'as à côté, franchement, tu fais du mieux que tu peux et tout. Et moi, je me le disais pas. Et j'essaye de me le dire plus. Mais c'est dur, hein. C'est dur, mais il faut réussir à capter justement quand ton cerveau il commence à partir dans ce délire-là et te dire attends. Ouais. Et d'être observateur un peu de ce qui se passe plutôt que de filer dans tes pensées et de te mettre tout seul en bas en fait. Exactement. Et c'est dur, hein. C'est comme la courbe du stress, on dit pour les sportifs, tu vois, qu'il y a un niveau de stress qui est important d'avoir avant une compétition parce que ça te donne accès à des ressources et ça te met en éveil, ça aiguise ton attention, ta concentration. Mais à partir du moment où le stress, à un moment donné, il arrive trop haut, en fait, la courbe s'inverse et ça devient négatif pour ta performance. Je pense que l'exigence, c'est pareil. Il faut se l'imposer, mais à un moment donné, quand elle est trop haute, et ben finalement, ça devient négatif. Et finalement, c'est pour ça qu'on dit que les vrais perfectionnistes n'arrivent pas à enclencher des projets, à être dans l'action, etc. Parce qu'ils attendent le bon moment où ils sont trop et ils veulent que le produit soit parfait et ça marche pas, tu vois. Il y avait une phrase chez Facebook. Il y avait plein de posters comme ça avec des espèces de mantras affichés partout. Et il y en avait une qui m'avait beaucoup plu, c'était Better be done than perfect. Donc, tu vois, genre, fais-le quoi. Accepte que ton truc il est fait, il y a des défauts dessus, ok. Bah, c'est vrai normalement dans plein de sujets quoi. Il faut pas avoir peur, voilà, de flopper, de rater, c'est pas grave en fait. Enfin, en vérité, tout le monde s'en fout quoi. C'est-à-dire, les gens, on a l'impression, tu vois, les gens, t'as l'impression que tout le monde te regarde et fait genre, sa vidéo, t'as vu ce qu'il fait, ouais, son produit il est pourri. Non. En fait, les gens ils ont leurs soucis, ils s'en foutent, leur vie, ils s'en foutent de toi. Et vraiment. Souvent, quand ça marche, ils oublient ce qu'il y a eu avant en plus. Ouais, oui, complètement. Ouais, non, et la mémoire des gens, elle est courte. Tu vois. Ouais. Faut pas toujours tout se rapporter à soi et se dire qu'est-ce qu'ils vont penser. Pas grave. Si tu avais la possibilité de passer une journée avec des gens de ton choix, des personnes qui t'inspirent, des célébrités ou des gens dans l'athlé ou des entrepreneurs, qui ce serait? Si on avait 2-3 comme ça, tu as la possibilité de passer une journée avec qui tu veux. Phil Knight, fondateur de Nike. L'art de la victoire. Ouais, exactement. Si vous n'avez pas lu ce livre. Ouais. Exactement. Shoe Dog en anglais. Marrant qu'ils aient pas du tout. La traduction a rien à voir. Shoe Dog, ça veut en gros dire chineur de pompe. Mais je m'identifie pas mal à ce gars-là, quoi. Même au parcours et tout. C'était un coureur de demi-fond. Puis c'est dans ton domaine, quoi. Enfin, génial. Ouais, complètement. Ouais. Puis j'ai des Adidas au pied aujourd'hui, mais de cœur, j'ai quand même. Ouais, enfin, de par ce livre, Nike, j'ai un petit faible. Est-ce que tu aurais une métaphore ou une image qui représente un petit peu ta philosophie de vie ou de travail, qui te guide un petit peu, tu vois En tout cas, moi, je sais que personnellement, j'ai un peu ça, tu vois, j'ai des images ou même des phrases qui me permettent de me mettre en mouvement, de me rassurer dans les moments de doute. Ouais, alors j'en ai plusieurs. Moi, une des valeurs qui me tient vraiment à cœur, c'est la persévérance, tu vois, le côté... faut cravacher, mais tu tiens. Et il y a pas mal de citations moi, de Steve Préfontaine. D'ailleurs, c'est ma copine qui m'a offert cette colle au téléphone que j'ai depuis maintenant plusieurs années. C'est une citation de Steve Préfontaine, mais c'est pas ma préférée de lui. Ma préférée, c'est un cadre que j'ai dans mon salon qui dit, en gros en français, le succès, ce n'est pas là où tu es arrivé, mais le chemin que tu as parcouru depuis où tu as commencé. L'étendue du chemin que tu as parcouru, en gros, c'est ça le succès. C'est pas la destination finale, parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde ne commence pas du même endroit. Et petite référence à Inoxtag, mais chacun a un peu son Everest, tu vois. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont eu de la persévérance, qui ont cravaché, qui ont connu des échecs, qui sont revenus. D'ailleurs, tous les films à succès racontent des histoires comme ça. Enfin, on connaît aucune histoire qui arrive et le gars, il a commencé, il a gagné. Ce qui nous inspire, c'est ça, tu vois. Genre moi, tu vois, typiquement en sportif, Johnny Wilkinson en rugby, pour les gens qui ont lu le livre, Mémoire d'un perfectionniste, c'est un truc de fou, quoi. C'était un gars qui était ultra angoissé depuis le plus jeune âge. Il dormait pas la veille des matchs, il a vécu des moments terribles aussi au niveau des blessures. Je sais pas, tu te retrouves un peu dans l'histoire personnelle, tu vois que voilà, il reste humain et finalement c'est ça la valeur de l'histoire et tu sais voir un peu différemment quand il y a de l'émotion, quoi. Dans un film, tu vois, il faut qu'il y ait des rebondissements. Ouais.
Tu vois, faut que le héros, à un moment donné, il galère, tu vois. Enfin, quand tu t'identifies un peu à ça, faut que tu t'es dans le moment où, purée, où c'est Rocky ou Creed qui va faire son entraînement, soit dans la chaleur du Mexique, soit dans la toundra, là, sous la neige, tu vois. Ça, c'est parce qu'avant, il a perdu. Et c'est ça qui nous touche. Et je pense qu'en plus, la culture française a un vrai côté perdant magnifique et le comeback, quoi, l'art du comeback. Écoute, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour toi personnellement, et puis pour The Running Collective d'une manière un peu plus Ouais. large? Franchement, la même chose que je souhaiterais à tout le monde, c'est des trucs bateaux, hein, mais c'est 3 choses, quoi. Bonheur, santé, réussite. Enfin, d'ailleurs, le bonheur arrive vers là. Tout est connecté. Ouais, tout est connecté. On en parle souvent avec Baptiste. Une de nos plus grandes richesses, c'est d'avoir des amis. Tu vois, il y a plein de gens en fait, qui n'en ont pas. Enfin, tu vois, de vrais amis et tout. Donc, pouvoir passer du temps avec ces gens-là et puis ne pas avoir à se soucier de se dire. Il y a des gens aujourd'hui qui se soucient, tu vois, de la fin du mois. Enfin, c'est horrible, en vrai. Donc, réfléchissons à tout ce qu'on a déjà. Il faut se forcer des fois à ça, à se dire attends, tu vois, tu m'as demandé au début est-ce que ça va, tu sais, je te dis ouais, je sais pas, en vrai, il y a des trucs qui vont pas. Tu sais, on se concentre uniquement sur les choses qui vont pas, mais en fait, regardons les choses qui vont bien. Et en réalité, ouais, ça va quoi. Ah, c'est Il n'y a pas à parfait. se plaindre. On peut pas mieux finir. Écoute, je te remercie Vincent, c'était un vrai Merci à plaisir toi, de partager. te découvrir parce que finalement on se connaissait pas tellement, Ouais. on se connaissait avec Baptiste qui est Ouais. derrière la caméra. Je le remercie d'ailleurs. On le voit jamais là. On le voit jamais, mais on le remercie tous les deux pour la connexion. C'est Marcel dans C'est pas sorcier. Mais voilà, merci beaucoup Vincent et au plaisir de se Ouais. revoir à l'extérieur. De même. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Vous retrouverez dans la description les liens vers les réseaux de notre invité. Et pour l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram, Team Podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.